Bonjour tout le monde et bienvenue à cette série. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette série de formation, 8 modules que nous allons faire en 5 jours pour 40 heures. Et les différents modules portent sur module 1, les fondamentaux, module 2, la genèse, module 3, les principes, module 4, les mécanismes, module 5, le cas pratique, module 6, les modèles, les modules 7, les parties prenantes et module 8, la gouvernance. Dans ce module qui porte sur les fondamentaux, nous l'avons déjà tenu il y a quelque temps dans cette même salle. Donc on va être très rapide dans son suivi parce que c'est un module où on a déjà une vidéo entière qui permet d'expliquer et qui l'intègre totalement au projet Balayon. Donc, concernant les fondamentaux, nous devons d'abord avoir comme introduction la description du module. C'est un module qui met les bases d'une théorie de valorisation locale adaptée aux contraintes économiques locales et aux réalités de l'écosystème entrepreneurial tel qu'observé sur le terrain. Donc c'est ça la description de ce module. Ok, pour ce qui est des objectifs recherchés, nous voulons permettre aux participants de s'approprier un concept qui met au devant la place des créateurs d'entreprises dans nos sociétés et surtout leur apport réel dans le processus de création de valeur. Donc voilà un peu ce que nous voulons atteindre comme objectif. Je vais laisser une personne nous lire ce qu'on attend. Que faire après ce module? Est-ce que le monsieur en vert peut lire? Que faire après ce module? Nous écoutons. Investisseur, rechercher ou affirmer, c'est-à-dire mieux s'identifier dans des projets innovateurs qui adressent un problème local. Porteur d'idées, identifier les opportunités locales de développement des solutions liées à des difficultés courantes de la société. Ok, donc comme on a vu, nous avons deux postures de participants. En participant à cette formation, en suivant ce module, on a la possibilité dans un projet d'être investisseur ou bien dans un projet d'être porteur de projet. Et quand on est porteur de projet, bien évidemment, on investit. Mais sauf qu'ici, on est vendeur d'actions. Alors que l'investisseur, c'est l'acheteur d'actions. C'est celui qui achète une partie de votre entreprise. Donc c'est ça la nuance. Et commencez déjà à garder cette logique-là. À chaque temps, dans chaque module, on aura ce que l'investisseur doit faire tout de suite après la formation et ce que le porteur d'affaires, le porteur de projet doit aussi faire tout de suite après la formation. Donc, comme je l'ai dit, voilà les deux postures qu'on peut avoir, la posture d'investisseur et la posture de porteur d'idées. Ici, pour ce qu'on attend de l'investisseur, c'est de pouvoir rechercher les projets innovateurs qui adressent un problème local. Parce que généralement, un projet a pour objectif d'adresser un projet local, une problématique locale. Il faut qu'on se comprenne bien. Et l'autre chose aussi, c'est que l'investisseur peut aussi s'affirmer, c'est-à-dire mieux s'identifier dans un projet où il est déjà. Comme dans le cas de Balayon. Il y en a qui sont déjà dans une posture d'investisseur dans le projet Balayon. Donc ici, ils vont juste s'affirmer. Donc ils vont maintenant mieux se comporter en fonction de ce que nous allons faire aujourd'hui comme formation. Ou bien durant même toute la semaine. Nous avons aussi, au niveau du porteur de projet,
que lorsqu'on est porteur d'un projet, on doit pouvoir identifier les opportunités locales. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous soyons capables de pouvoir déterminer localement qu'est-ce qu'on a comme opportunité, et ça permet aux gens de pouvoir s'allier à notre opportunité. Tout ça, on se comprend. Donc, on doit pouvoir identifier les opportunités locales de développement de solutions liées à des difficultés courantes de la société. Donc, Bala, par exemple, a dit les gens s'alimentent mal en termes de grignotins. C'est pour ça que le domaine Bala on Food en Beverage met sur le marché des grignotins, des jus de fruits, ainsi de suite. Donc, voilà la posture. Et du coup, à travers cette formation, il est donc question de pouvoir mieux savoir comment se comporter. Ok. À l'ordre du jour, donc, nous aurons 3 points principaux. Les préalables de la valorisation d'une entreprise, un aperçu général du modèle de valorisation et le déroulement d'une mission de valorisation. Ok. En 1, quels sont les préalables de la valorisation d'une entreprise selon notre modèle? Alors, nous disons, pour qu'une entreprise soit valorisée avec notre modèle, il faudrait respecter 3 conditions. La première condition, c'est l'audit opérationnel. La deuxième condition, c'est le design du projet. La troisième condition, c'est l'initiation à la valorisation. Donc, ce que nous sommes en train de faire, la personne qui veut qu'on valorise son projet doit pouvoir avoir suivi ces 8 modules que nous allons faire cette semaine. Sinon, nous, on aura de la peine à procéder à sa valorisation selon notre modèle. Voilà ce que ça veut dire. Et alors, pour ce qui est de l'audit opérationnel, il y a maintenant une nuance. L'audit opérationnel, nous ne la faisons que lorsque l'entreprise est déjà créée formellement et elle existe sur le plan légal. Quand l'entreprise n'existe pas sur le plan légal, on peut aussi la valoriser. Mais quand elle existe déjà sur le plan légal, nous faisons, et depuis plus de 2 ans, nous faisons un audit opérationnel qui permet de sortir une image, un état des lieux. Donc c'est comme un examen médical pour diagnostiquer, donc pour constater ce qui est. C'est un état des lieux. On filme, on voit ce qui est, on ne le change pas, on ne le juge pas, on constate ce qui est. C'est comme quand vous partez à l'hôpital, on vous demande d'aller faire un examen de la goutte épaisse. On sait ce qu'on recherche. D'aller faire un test de Vidal, on sait ce qu'on recherche. Donc quand on vous a fait un examen, on sait, c'est le gène pathogène, c'est comme ça qu'on appelle ça. On sait ce qu'on recherche exactement. Donc nous-mêmes, en faisant cet audit, nous savons ce que nous recherchons. Enfin, on recherche à savoir si on doit faire le design de projet ou pas. C'est aussi déjà, et c'est ça donc que nous mettons dans les recommandations. Après avoir fait une analyse de SWOT. Donc, deuxième conditionnalité, le design de projet qui permet de valider l'idée, qui permet de conceptualiser le projet, qui permet de le modéliser afin qu'il soit duplicable. Et parmi les constats que nous faisons dans le design de projet, il y a le prototypage. C'est comme actuellement, ce que Mbala a comme produit. Ça, c'est les prototypes. Nous appelons ça les prototypes. Nous appelons ça les prototypes. Nous, dans notre analyse, lorsque nous faisons le design de projet, ça, c'est le prototype.
aussi, donc ici on n'est plus justement à des phases de prototype. Mais nous sommes passés par les prototypes. Ce n'est pas exactement ça, le Bénin Serein, mais nous sommes passés par les prototypes qui, pour le Bénin Serein, est semblable. Les produits Bénin Serein étaient pareils. Voilà le prototype. Ça veut dire que le produit n'a pas encore atteint sa forme définitive, vendable auprès de la cible. Et tant qu'on est sur prototype, les gens qui utilisent, on les appelle les bêta-testeurs. C'est les gens qui testent. Et du coup, vous devrez de la peine avoir un produit au prix du marché, alors que vous êtes en train de le tester. Et c'est ça le problème du Cameroun. Les gens n'ont pas encore stabilisé le produit, mais ils veulent vendre à un prix du marché. Et du coup, personne n'achète. Parce que c'est là qu'encore ce produit est vendu en pharmacie. Ce produit est vendu en pharmacie. Et quand le serpent mord quelqu'un, n'importe où, les médecins prescrivent ce médicament. Et le malade n'est pas en pharmacie acheter et il consomme. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ça c'est un produit définitif. Il y a eu des phases de prototypage, il y a eu 7 à 8 phases avant qu'on arrive à ceci. Donc c'est pareil. Je ne suis pas sûr que les premiers produits vendus par Bala ont été comme ça. C'est un peu pas comme ça. C'est exactement la même chose. Donc, pendant que nous sommes dans le design, nous allons donc faire donc une validation de l'idée. On doit conceptualiser. Et cette conceptualisation, c'est ça que nous appelons le business plan. Et on appelle aussi ça les études de faisabilité. C'est un ensemble d'études. C'est une dizaine d'études qu'on fait. Pratiquement. Business plan qui est fait à la fin. On a des études de marché, on a les études financières, on a les études techniques. Dans les études techniques, on a l'architecture, on a les machines, on a l'impact environnemental, on a la localisation, on a la logistique, on a les systèmes, on a les process. Donc c'est tout un ensemble d'études. C'est ça qu'on appelle la conceptualisation. Donc le design de projet permet donc de conceptualiser le projet. Ce sont toutes les études qu'on fait. Voilà donc le deuxième préalable pour qu'on puisse faire la valorisation dans un projet. Troisième préalable. Troisième préalable, c'est l'initiation. Donc nous exigeons que la personne fasse toute cette certification, toute cette formation. Et le contenu de cette formation, c'est quoi? Les principes de la valorisation. Après les fondamentaux, nous avons les principes de la valorisation, la genèse de la valorisation, les mécanismes, les cas pratiques, les modèles de valorisation, la place des parties prenantes, la gouvernance, la gestion des privilèges. Donc voilà le contenu du package de ce modèle de valorisation. Ok. Après cela, donc, on va donc faire un aperçu général du modèle de valorisation. Donc, dans cet aperçu général, on va donc se rendre compte qu'il y a un ensemble. Tu vas écrire progressivement. Il y a un ensemble de formations, de sessions, de modules, comme le module 1 que nous sommes en train de faire actuellement. Le module 1. Donc, un module 1 nous demande de faire des préalables en 1. Nous sommes maintenant dans le point 2 qui est l'aperçu général. Après ce point 2 de l'aperçu général, on fera donc le déroulement de la mission. On fera le déroulement de la mission. Alors, après les fondamentaux, nous ferons donc la genèse. Dans la genèse, nous découvrirons en quoi est-ce que cette méthode est factuelle. On verra ça dans les détails. On verra ce que c'est que l'investissement déjà réalisé. C'est tout ça. C'est ces 4 points qui ont poussé à créer ce modèle. On verra en quoi est-ce que la notoriété impacte dans la mise en œuvre de ce modèle de valorisation, de ce concept de valorisation.
de cette théorie de valorisation. Et enfin, on présentera les références du cabinet. Enfin, on présentera les références du cabinet en termes de valorisation, parce qu'on a un certain nombre de missions que nous avons déjà accomplies, des missions de valorisation. Donc voilà pour ce qui est de la jeunesse. En 3, le module 3, donc, ça sera les principes. Et comme principe, nous avons le principe du schéma de financement, le principe du modèle d'ouverture, le principe de gestion des effets de fixation, le principe de promotion, de copromotion et le principe de privilège. Donc voilà un ensemble de principes qu'on va partager pendant toute une journée. Ça c'est costaud. Donc nous allons vite faire l'échange. Il faut que je vienne utiliser tous ces principes-là. En module 4, nous verrons. Le module 4, ça sera les mécanismes. Alors, toute la journée de mercredi, nous verrons aussi les mécanismes. Mécanismes de l'investissement ou dépenses, auxquels on va opposer les engagements ou leadership. Les mécanismes de taux d'ouverture et stratégie globale de financement. Les mécanismes de compte courant associé au compte courant actionnaire. Les mécanismes de ticket d'entrée ou de mythe de la tontine, parce que vous savez, dans notre environnement, les gens aiment beaucoup faire les tontines sont ancrées dans le mœurs, les gens aiment les tontines, et puis nous sommes partis dans la tontine tirer quelque chose dans l'horizon. Et l'autre intérêt est de faire le mythe des tontines, c'est de permettre aux gens de rapidement comprendre ce modèle de valorisation et pourquoi la valorisation. Parce qu'eux, ils sont habitués aux tontines, en nous trouvant les tickets d'entrée. Quand vous avez dans une tontine qui existe déjà, vous devez rattraper le retard que vous avez sur les autres, afin d'être un membre de plein droit. À défaut, vous n'êtes pas membre de plein droit, vous avez trouvé quelque chose qui est apathie. Il faut reconnaître qu'il y a des gens qui étaient là avant vous. Et ce que ces gens-là ont fait a une certaine valeur. Et nous ferons beaucoup en termes de création de valeur. On va voir aussi le mécanisme de copromotion, copromoteurs, spéculateurs, qui sont les copromoteurs dans un projet, qui sont les spéculateurs dans un projet. Et enfin, on fera le mécanisme des lots, nous avons le but des terrains. Dans notre environnement, les gens aiment beaucoup les terrains. Ignorant que les terrains sont matérialisés par un titre foncier et que les actions aussi sont matérialisées par un titre d'action. Les titres fonciers sont faits chez les notaires, les titres d'action sont faits chez les notaires. Un titre foncier matérialise votre patrimoine et un titre d'action matérialise votre patrimoine. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi les gens aiment plus acheter le terrain qui crée moins de valeur que les actions? Parce qu'un terrain, vous l'achetez, moi j'ai des exemples d'un terrain à Bafoussam, on avait proposé des actions d'une grosse entreprise internationale à un médecin. On lui a dit, avec 10 millions, on te permet de rentrer dans notre projet. Il a refusé. Il est parti acheter un terrain. Aujourd'hui, ce terrain à Bafoussam vaut 50 millions. C'était en 1999. Aujourd'hui, ce terrain qui avait acheté à 10 millions, ça vaut 50 millions. Il est au paradis. Il est arrivé, il est riche. Alors que ceux qui avaient acheté les actions à 10%, qui s'étaient intéressés au business en mettant 10 millions, depuis 20 ans, ils ne font pas moins de 2 milliards de chiffres d'affaires par an. Aujourd'hui, ils ne font pas moins de 10 milliards à cause de ces 10 millions-là. Ça veut dire que chaque année, ils ont un bénéfice de minimum 1 à 2 milliards. Rien que parce qu'ils avaient investi 10 millions en 86 mois. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas match, il n'y a pas un choix à faire entre les actions et le terrain. Mais dans notre environnement, les gens préfèrent de très loin le terrain. Ok, on verra donc tous ces mécanismes. En point 5, module 5, c'est les cas pratiques. Pas cher, pas loin. Solacam, SDPM Bio, Ferme Bio Ranzo,
Zibaba Pharma, Fishanko, Global Africa. Donc voilà des entreprises. Rachet Valeur c'est un projet, Solacam c'est un projet, STPME existe depuis 2017, Ferme Bioranzo existe depuis 2017 aussi, Zibaba Pharma depuis 2018, Fishanko depuis peut-être 2021, Global Africa depuis 2008. Donc c'est des entreprises qui existent pour lesquelles nous avons fait tout ce qu'on vous dit. On a fait des études, l'audit et on a fait la valorisation. Il y a bien plus que ça. C'est des cas pratiques sur lesquels nous avons échangé pendant 6 heures de temps. Et ce même jour-là, après les cas pratiques, nous ferons les modèles de valorisation pendant 2 heures. La valorisation locale, on va opposer la valorisation financière. Ça sera jeudi. Et je pense que mardi, je vous donnerai un livre en PDF. Un livre que vous devez lire. Un livre, je crois qu'à la 9 page en PDF. Vous devez lire. Et pendant qu'on fera la valorisation, les modèles de valorisation, il faudrait qu'une ou deux personnes viennent nous parler du livre, nous faire une lecture. Et à l'occasion, je vais prendre la photo pour mettre dans la présentation. Pour que arrivé à ce moment-là, ils vont se lever et présenter la note de lecture. Et c'est là l'image qui sortira à l'écran. Sauf s'ils font une vidéo, 1 ou 2 jours avant, après l'avoir vu, pour le jour-là, et puis on introduit ça pratiquement dans le PowerPoint. À ce moment-là, soit on présente, soit on met de l'indice dessus. Donc tout ça, c'est possible. Module 7, la place des parties prenantes. La particularité de fonds d'aujourd'hui, son capital. Peut-être pas ainsi dessus. Mais lorsqu'on valorise, c'est pour ouvrir le capital, c'est pour vendre une partie de son entreprise. Il faut qu'on soit d'accord dessus. Vous devez déjà retenir ça. La particularité, quand on veut vendre quelque chose, c'est qu'on connaît le client ou le profil du client. Quand vous avez un hôtel, la même chambre, dans un hôtel, la chambre de, je dis quoi, 12 mètres carrés, dans tel hôtel, on la loue à 10 000. Dans tel autre hôtel, 12 mètres carrés, on la loue à 300 000. Alors, quand on sait qu'on va louer à 300 000, c'est parce qu'on estime qu'on va avoir tel type de client. Quand on sait qu'on va louer à 10 000, c'est parce qu'on estime qu'on va avoir tel type de client. Donc, tout ça joue. Et donc, ça est partie prenante. Donc, lorsqu'on fait l'ouverture, on va donc vous apprendre comment est-ce qu'on identifie les cibles de l'ouverture de notre capital. Qui sont les personnes avec qui nous voulons nous s'adresser, on va les connaître. C'est ça le standing. La construction du réseau d'acteurs. Donc ces personnes-là, comment est-ce qu'on bâtit l'entreprise, la relation qu'on doit avoir avec ces acteurs-là, afin que les objectifs soient atteints. Comment est-ce qu'on négocie et on les recrute? On les trouve où? Ces acteurs, on les trouve où? Comment est-ce qu'on négocie avec eux? On négocie sur quoi? Tout ça, c'est des choses sur lesquelles nous devons travailler. Et enfin, qu'est-ce qu'on attend de tous ces acteurs? Les apports de ressources des acteurs. Comment est-ce qu'on procède eux-mêmes? Parce que tout ça est très astucieux. Et ce que nous expliquons là, ça s'appelle le capitalisme. En Afrique, où les pauvres ne savent pas faire des affaires, même en Europe, en Occident, il y a des pauvres. C'est ça qu'ils peuvent être employés, parce qu'ils ne savent pas faire les affaires. Maintenant, dans notre environnement, tous ceux qui font les affaires là, ils font tout, sauf les affaires. C'est pour ça que parmi les plus riches au monde, il n'y a pas d'Africains. Pour ne pas dire qu'il y en a 2. Parmi les plus riches au monde. Dangote est rentré parmi les 100 plus riches au monde. Alors si on dit ça, on dit Dangote. Alors tous les gens qui sont dans notre environnement et qu'on les explique par là, ils sont donc quoi? C'est des pauvres parce qu'ils ne savent pas faire les affaires. Malheureusement. C'est des pauvres. Comment est-ce que quelqu'un comme Mark Zuckerberg, à 22 ans, le gars fait une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars. Le 24 avril 2025, dans nos environnements, on a autorisé que les PME puissent entrer à la bourse de Douala, la BVMAC, avec une capitalisation boursière de 300 millions.
300 millions, vous entrez à la bourse. Voilà, avant il fallait entrer avec 10 milliards. 10 milliards, avec 5 milliards, 10 milliards, je sais plus. Il fallait que votre capitalisation soit de 10 milliards avant que vous entrez en bourse. Alors qu'aux États-Unis, en 2008-2009, un enfant de 22 ans est entré en bourse avec 3 000 milliards de dollars. Vous voulez couper avec eux comment? C'est pas possible. Quand vous dites Aboma préparé, ils sont partis il y a 400 ans. Vous dites Aboma préparé, allons faire la course, allons compétir. Il n'y a pas de compétition à faire. Donc nous ne sommes même pas en train de jouer parce que toute l'Afrique ne fait pas 2% du commerce mondial. Donc après ça, le motif 8 qu'on verra dans vendredi après-midi, ce qui vient de passer ça vendredi matin. Vendredi après-midi, le motif 8, on parlera de la gouvernance et de la gestion des privilèges. Est-ce que vous savez qu'il y a minimum 40 personnes avant le directeur général dans une structure? Il y a minimum 40 personnes avant celui qu'on appelle le patron, que tous les employés appellent boss. Lequel gars a été recruté? On le recrute comme directeur général parce qu'il est diplômé, parce qu'il est pauvre. On le recrute pour donner un salaire pour le fin du mois. Il est pauvre. Quand on est pauvre, on cherche au travail et on travaille. Et on le paye 50 millions, 150 millions. Carlos Gonz, le directeur de PSA, c'est Renault, il y a 15-20 ans, il touchait près de 150 millions par mois. Mais il est pauvre. Tant que tu es salarié, c'est la pauvreté. C'est vraiment qui a fait ça. Tu es pauvre parce que tu viens dans une société, tu ne sais pas comment on l'a créé, tu ne sais pas qui a construit, tu ne sais pas où on recrute les autres personnes, tu ne sais pas qui était là avant toi, tu ne sais pas qui sera là après toi, tu ne sais pas. On t'a décidé de chez la société à 20 ans. Est-ce qu'on se comprend? Et ce qu'on nous apprend aujourd'hui, c'est comment faire pour être ceux-là qui créent. Pour pouvoir recruter les employés. C'est ce qu'on appelle les créateurs de valeur, les créateurs de richesse, les créateurs d'emploi. C'est donc les porteurs de projets, les porteurs d'idées de projets de création d'entreprise. C'est eux les créateurs de valeur. Donc, allez encore bien regarder la description de ce module. On a bien dit qu'il faut que notre environnement reconnaisse les créateurs de valeur. Parce qu'actuellement, on ne les reconnaît pas. Donc, tout ce monde-là, ça s'appelle la gouvernance. Il faudrait donc qu'on voie les pouvoirs et le gouvernement dans une entreprise. Parce que c'est des gens qui ont le pouvoir. C'est eux qui décident. Un DG ne décide de rien. Un président du conseil d'administration ne décide de rien. Ce sont les actionnaires majoritaires. Et on peut être majorité avec 5%. On peut être majorité avec 2%. Mais dans d'autres environnements, les gens veulent créer une entreprise et avoir les 100% à eux tout seuls. On dit mieux vaut être la queue d'un éléphant que la tête d'une souris. Parce que la queue d'un éléphant, c'est combien de souris en entier. Donc les gens veulent seulement être à la tête d'un piquet tout petit, sans aucune vision. Alors que tu peux être au dernier banc dans une histoire qui est bien, ou le nez qui est bien, tu t'en sors mieux. Donc c'est cette culture-là que les gens doivent avoir. Après le pouvoir et le gouvernement dans le plan, on verra dans la politique générale, on verra des outils de contrôle comme le conseil de surveillance et les auditeurs locaux, les experts comptables qui font l'audit de cadre, le commissariat au compte. On verra donc effectivement ce que c'est la direction générale et les fonctions clés d'une direction générale. Et pour finir, on verra les privilèges, comment les gérer, et ce qu'on appelle l'ingénierie d'affaires. C'est des choses que vous devez comprendre. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas recruter les acteurs, vous ne pouvez pas recruter les parties prenantes. Donc, voilà le contenu de ce deuxième point. Le troisième point maintenant, le déroulement de la mission de valorisation. Comment est-ce que ça se passe? Donc, généralement, une mission de valorisation,
balance a des étapes importantes, comme l'initiation à la valorisation. Donc, il faut avoir suivi, ça c'est notre modèle, il faut avoir suivi ces modules. Il faut avoir déterminé la cible. Donc, quand on commande à Valo, nous on doit déjà savoir, on doit déjà s'accorder avec le tu veux que la chambre de ton hôtel coûte combien? 300 000, comme la résidence de Yaline Noah à Yaoundé, je dis comment, résidence Noah, je sais comment ça s'appelle, domaine Noah à Essoudi, ou bien 25 000, comme tel hôtel à Crédit, ça dépend. Ça, on doit déterminer. Et quand on détermine, donc, il faut travailler la notoriété, il faut gérer le standing et savoir qui sont les parties prenantes. On ne parle pas avec tout le monde. Ne partez pas vers les gens que un peu mon enfant chauffe, on parle au commissariat, tu remplis mon argent. Quand tu achètes des actions, c'est comme si tu avais acheté une voiture en occasion. Quand ça ne marche pas, tu vas en acheter l'autre. Ou tu pars à la place, tu vas en la base, tu regardes tout ça. Comme ça, d'accord. Et quand ça ne marche pas, quand tu revends, tu peux revendre plus cher que le prix d'achat. Vrai ou faux? C'est le marché de l'occasion. Tu peux revendre plus cher. Ça dépend de celui qui est en face de toi. On dit les moutons marchent ensemble, mais est-ce qu'ils ont le même prix? Vous savez ce qui se passe avec les moutons, non? Et pas avec les chèvres. Vous savez ça, non? Ce qui se passe avec les moutons et se passe avec les chèvres. Vous connaissez ça? Chacun a sa valeur. Les moutons, chacun a son prix. Attention. Quand on vend les chèvres, c'est par rapport à la taille, au poids. On regarde, on ne les pèse pas, je ne sais pas trop. Mais on regarde, on discute. Mais l'élément qu'on converse, c'est la masse corporelle. Les moutons, c'est pas ça. Quelqu'un vient acheter un mouton de peut-être, disons, 20 kilos. Il achète à 100 000. Un autre vient acheter un mouton qui est dans le même troupeau. Les deux clients ne se connaissent pas. On vend un mouton. Le même jour, on vend un mouton de 20 kilos à 150 000 à un maladie. Le même jour, on vend un mouton de 50 kilos à un autre maladie à 60 000. Attention. Comme pour dire qu'on n'étiquette pas les moutons, pour dire que voilà ton poids, ton kilo, voilà ton prix du tout. Le prix du mouton, c'est à la tête du client quand on discute. C'est comme ça, je ne sais pas ce qui explique ça, bon, je n'ai pas encore fouillé pour comprendre pourquoi ça se fait comme ça. Pourtant, les chèvres, les porcs, ça c'est le poids. Ok. Donc, voilà un peu ce qu'on devait faire et après ça, la prochaine étape, c'est l'ouverture. Non, je n'ai pas fini. Après l'ouverture, il faut intégrer les études. Qu'on a fait quand il y a un préalable, c'est l'audit, les études. Donc, l'audit, c'est l'examen pour recommander comment la société va fonctionner de façon durable. Et après, donc, on fait les études, le business plan, l'étude de l'activité, auquel l'État de l'audit, on intègre ça dans la valeur. Parce que c'est à travers les études qu'on va savoir le retour sur l'investissement. Les gens qui mettent l'argent, la commerce qui rentre dans leurs frais. Ça va de soi. Donc ça, on doit le savoir. Et après, on va faire des évaluations et on va programmer la mission. On évalue, on voit le temps que ça va prendre et on programme, on planifie avec un timing, des étapes à suivre. Et dans la valorisation, bien évidemment, à un moment, comme on vous a dit, on met en lot. On met en lot et on met en place les stratégies de vente. Il y a des lots de 10 actions, il y a des lots de 50 actions, il y a des lots de 500 actions, des lots de 1500 actions. On sait donc comment est-ce qu'on va vendre. Quand c'est le terrain, les lots en bordure de route dans un lotissement coûtent plus cher. Et les lots en bordure de marécage, pas d'eau, de marécage ou bien en arrière, dans les routes de 7 mètres, en complément aux routes de 12 mètres, c'est moins cher. Les lots de 500 mètres carrés coûtent plus cher que les lots de 200 mètres carrés. C'est pas ça. Et généralement, les prix sont
gauche. C'est vrai que derrière, il y a un mercurial que le gouvernement met à la disposition. Mais même de la mercurial, on discute un peu. Mais il n'y a pas de mercurial de prix des actions. Non. Il n'y a pas de mercurial de prix des voitures. Il n'y a pas de mercurial de prix des hôtels. Chaque hôtel, si vous allez voir des hôtels 4 étoiles, mais qui ont des prix différents. Vous allez voir des hôtels 3 étoiles qui coûtent plus cher que la plus grosse suite dans un hôtel 5 étoiles. Ça fonctionne, ça existe. Donc, chaque domaine a ses spécificités. Et ce que je vous avons dit, ce sont les spécificités de l'action. Et pour finir, dans l'étape importante, il y a l'étape de gestion des privilèges et de l'ingénierie d'affaires. Et lorsqu'on a une valorisation, il faut donc ouvrir le capital. Il faut donc déterminer le pourcentage qu'on veut vendre. Comment c'est compris? On veut valoriser, ça donne 60 milliards. Et on dit qu'on vend 60% de 60 milliards. Donc ce qu'on vend là vaut 20 milliards. On découpe donc en lot. De 100 millions, 1 milliard, 2 milliards, 50 millions, ainsi de suite. Vous voyez comment c'est le terrain, non? On prend un lotissement, on découpe, ça donne 200 mètres carrés, 400 mètres carrés, 299, 348, 1500, 1 hectare, 2 hectares, ainsi de suite. Et c'est tout ça qui fait le lotissement. Et on vend. Donc, la particularité de ce modèle, c'est que nous voulons tenir un langage que les Camerounais peuvent comprendre afin de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui est le seul moyen pour devenir riche sur la planète. Quand tu n'es pas entrepreneur, tu es pauvre. C'est pas moi qui le dis. Il y a plusieurs auteurs qui le disent. Napoléon Hill, Robert Kiyosaki, Donald Trump, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, tous ces noms-là, ils le disent. Quand tu es salarié, tu es pauvre. Si tu veux être riche, il faut créer ton entreprise, il faut être un entrepreneur. Ok, c'est bon. Je vous remercie. Donc, on a été rapide parce que je vous l'ai dit, c'était la première session qu'on avait déjà eu à faire. Ok. Est-ce qu'il y a donc des questions? S'il y a des questions, je vous écoute. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, à haute voix pour que tout le monde puisse suivre. Bon, déjà bonjour. Désolé du retard. C'est vrai que peut-être ma question peut avoir un lien avec ce qui a déjà été dit à l'instant. Je souhaite exposer. Mais j'aimerais savoir le but ou l'objet de la valorisation. À qui est-ce que la valorisation s'adresse? Je vais d'abord m'arrêter là. Peut-être lorsque j'aurai. La valorisation s'adresse aux investisseurs. On valorise pour vendre. Et les gens qui achètent les actions, ils appellent les investisseurs ou actionnaires, si vous voulez. Est-ce que c'est une forme de. Est-ce que c'est une forme de principe? Est-ce que c'est une forme de réglementation? Un peu comme la certification d'un produit? Je ne vais pas comprendre. Quoi ça? Ce que nous faisons? Oui, je parle de la valorisation. Moi, dans le cadre de mes activités, c'est un peu un terme nouveau. On voudrait savoir à quoi est-ce qu'il renvoie. Bon, Si oui, mais par exemple, si on vient me parle de la certification, ça est un séminaire comme celui-ci sur la certification, je sais déjà à quoi ça renvoie. Par exemple, j'ai un produit, il nécessite la certification ou bien l'acceptation au niveau d'un marché quelconque. oui. Maintenant, la valorisation, c'est quoi en fait? Ça renvoie à quoi? En quoi est-ce que cela est utile? Vous avez parlé des investisseurs. Oui. À quoi est-ce que cela est utile à
l'investisseur et à quoi est-ce que cela est utile à l'entrepreneur. Je ne sais pas si je me perds dans... Non, 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 on va... Mais je voudrais comprendre. Oui. Qu'est-ce que je dois tirer de la valorisation? Moi, en tant que, par exemple... Bon, délibérément, vous êtes arrivé... Il avait à quel moment on avait à démarrer, n'est-ce pas? Oui, oui. Ah bon, ok. Donc, votre question, nous l'avons vue. Je vais peut-être me reprendre. Voilà par exemple le premier slide. Nous avons commencé par dire en introduction, décrire ce module. Parce qu'il y a 8 modules. Ce module met les bases d'une théorie de valorisation locale, adaptée aux contraintes économiques locales et aux réalités de l'écosystème entrepreneurial tel qu'observé sur le terrain. Ça veut dire que ce module permet que vous compreniez que sur le terrain, il y a des réalités qui nous éloignent de la richesse mondiale, qui nous éloignent de comment faire les affaires. Et ce module nous dit, nous devons avoir certaines bases. Et ces bases-là, c'est ce que nous avons appelé les fondamentaux. Dans les fondamentaux, nous vous a dit, il y a les préalables, il y a le déroulement qu'on va faire ici en une semaine, et il y a la mission de valorisation proprement dite. Voilà ce que dans les fondamentaux, nous on vous donne comme nouvelle connaissance. Et à la fin donc de ces 8 modules, vous pouvez être certifié. Est-ce qu'on se comprend? À la fin de ce module, vous pouvez être certifié, donc reconnu dans un certain milieu, comme ayant des connaissances en valorisation des entreprises. Maintenant, à côté, toujours en introduction, nous avons parlé des objectifs recherchés. Nous voulons permettre aux participants de s'approprier un concept qui met au devant la place des créateurs d'entreprises dans nos sociétés. Actuellement, nos créateurs d'entreprises, notre société ne les reconnaît pas. Notre environnement ne les reconnaît pas à la juste valeur. C'est pour ça que nos pays sont pauvres. C'est pour ça que nos pays sont pauvres. Je crois que Philippe Tagne d'Orf, dans son dernier passage à Canal 2, il parlait de l'État que quand on crée une entreprise, l'État a l'impression qu'on crée l'entreprise pour payer les impôts, ce qui est totalement faux. On ne crée pas une entreprise pour payer les impôts. C'est totalement faux. Et hier encore, quand je t'ai fait écouter Rebecca et Non-Change, on a suivi le passage où elle disait qu'elle apprécie une mesure du gouvernement au Cameroun. Elle disait qu'elle ne sait pas qui a mis cette mesure-là. Où, depuis 5 ans, on dit aux start-up, quand tu es une start-up, quand tu crées une entreprise, tu as 5 ans sans payer les impôts. Et que les start-upers ne le savent pas. C'est ce qu'elle disait hier, Rebecca Non-Change, sur une émission qu'elle a passée à STV. Entretien avec de STV, l'émission, elle est passée dessus, elle a dit, cette mesure qui a été créée il y a peut-être 3 ou 4 ans, au Cameroun, que quand tu crées une société, tu as 5 ans sans payer les impôts. Mais les gens qui créent l'entreprise au Cameroun ne le savent pas. En fait, c'est ça. Donc, Philippe Tagne disait qu'au Cameroun, on confond, quand on crée une entreprise, ce n'est pas pour payer les impôts. C'est pour créer des emplois. C'est d'abord pour créer des valeurs, ensuite créer de la richesse, et enfin créer des emplois. C'est ça que nous on dit comme objectif recherché par cette formation. Il faut que vous vous appropriez ce concept-là, ce concept de valorisation qui met au devant la place des créateurs. Il faut que vous connaissiez vous-même votre place afin de savoir vous vendre. Parce que si vous ne connaissez pas votre place, vous n'allez pas savoir vous vendre. Vous allez partir vers les mauvaises cibles. Et surtout, l'apport de ces créateurs d'entreprises, leur apport réel dans le processus de création de valeur. Quel est leur apport réel? Tel qu'ailleurs, les autres reconnaissent. Est-ce que chez nous, ici, on reconnaît? Pas suffisamment. Je n'ai pas envie de dire non, mais pas suffisamment.
En réalité, c'est non, on ne reconnaît pas. Si on reconnaissait qu'on n'est pas un pays pauvre. Si on reconnaissait qu'on n'est pas un pays pauvre. Voilà Kribi, il y a un aéroport international en projet à Kribi. Mais cet aéroport devait être construit il y a plus de 15 ans. Dans les plans, la phase 2 du port autonome de Kribi qu'on a ouvert il y a 1 ou 2 jours, c'est une phase qu'on devait ouvrir il y a 10 ans. Bon, on finit toujours par y arriver. Le port en eau pour prendre de Kribi, ce n'est pas un projet d'aujourd'hui. Hein. C'est un projet de, je crois, 81-82. Hein. Le port en eau de Kribi, ce n'est pas un projet d'aujourd'hui. C'est un vieux projet. Mais parce que dans notre environnement, tout l'ensemble de l'écosystème ne comprend pas la place d'un créateur d'entreprise. C'est ça donc qui crée tous ces biais-là. Et pour finir, nous disons que faire après ce module. Donc là, tout de suite, d'ici 3 minutes, quand on va dire pause, parce qu'on a fini avec ce module, il faudrait que vous me confirmiez que vous êtes capable de rechercher les projets innovateurs où vous allez mettre votre argent. Ici à Kribi, vous avez votre entreprise, oui, mais vous cherchez d'autres entreprises où vous allez mettre de l'argent. Votre entreprise fait dans quoi? Formation professionnelle. Alors, vous devez donc venir être actionnaire à Mbalayon. Pourquoi? Parce que Mbalayon résout un problème local de Kribi. Vous savez comment vous le payez? En formant son personnel. Non. Comment il vous paye? Non. Comment vous achetez ses actions? Voilà. En formant son personnel. Et lui vous paye avec quoi? Avec les actions. Donc il ne vous donne pas l'argent. Il vous donne les actions de Mbalayon et vous lui donnez la formation. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, est-ce que vous pouvez être actionnaire du port du crédit? Bon, peut-être c'est une société publique. Encore que c'est une société anonyme. Vous pouvez être actionnaire, il y a les privés dedans. Ou bien, l'État n'a pas encore ouvert le capital. Préparez-vous donc. Bon, ok. Est-ce qu'il y a des entreprises qui font des prestations au port de Kribi que vous connaissez? Vous pouvez donc aller là-bas et être actionnaire. Est-ce qu'on se comprend? Et vous payez avec quoi? Avec la formation. Vous formez et vous dites payez-moi en action. C'est pas compliqué. Donc voilà une posture d'investisseur que vous pouvez avoir. Maintenant, vous pouvez aussi avoir la posture de porteur d'idées, qui est l'idée de former les gens. À ce moment-là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez identifier. Non, vous avez déjà en tant que porteur d'idées identifié des opportunités locales. C'est le besoin en formation que vous avez identifié au sein de la société. Et vous avez donc créé votre société pour laquelle vous avez besoin des investisseurs. Vrai ou faux? Vous avez besoin des investisseurs. Donc, venez donc vendre en Mbalayon vos actions. Vendez-lui vos actions. Il vous paye avec quoi? Allons-y. Mbalayon me paye avec quoi? Oui. Bon, vous l'avez expliqué tout à l'heure. Mbalayon me paye avec les formations que les actions. Non. Vous lui vendez vos actions. Il vous paye avec quoi? Mais votre entreprise n'achète pas ça quand il y a des manifestations. Si. Il vous paye avec ça. Quand vous avez besoin d'aller au village, à un deuil, à une funéraille, à une veillée, vous allez dans le supermarché acheter ce carton-ci pour aller avec.
C'est pas ça. Maintenant, lui vous donne ça. L'argent là. Voilà une compensation. Je voulais préciser ce mot-là. C'est le principe qu'il fallait comprendre. C'est pas autre chose qu'il fallait comprendre. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il faudrait que Mbalayon, lui, il vient investir dans votre société. Vous lui signez un contrat de livraison de ceci. 14 cartons par mois. Parce que vous avez un besoin de 20 cartons de toute façon. Pour qu'on se comprenne bien, vous avez un besoin de 20 cartons par mois. Il vous dit, ok, signez-moi le contrat, je vous livre 14 cartons. Ma capacité n'atteint même pas 20 cartons. Je vais donc produire 14 cartons par mois et je vous livre ça seul. Ce n'est qu'à vous seul que je livre les 14 cartons. Et voilà comment ça se tourne. Hein. 300 employés. Tout ce qu'on produit, on vous livre. Vous connaissez Sokato de nom qui fabrique quoi? Les cartons. Sokato a fabriqué le papier craft. Vous connaissez le papier craft? Les sacs de ciment. Pendant combien d'années? Jusqu'aujourd'hui, ils sont les seuls à livrer les sacs de ciment à Simencam. Depuis que Simencam existe. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand on a créé Simencam, Sokato, Samien Kondo, lui livrait seulement les sacs de ciment à Simencam. Jusqu'à aujourd'hui. Depuis combien d'années? Plus de 50 ans. Il a besoin de faire quoi d'autre dans sa vie? À pas livrer les sacs de ciment. Quand on augmente l'usine, lui il augmente sa part. Quand on augmente, il augmente. Quand on augmente, il augmente. Il livre que ça. Et quand il a eu l'expertise, il a dormi à côté de ça les cartons. Est-ce qu'on se comprend maintenant? C'est de ça qu'il s'agit. Et comme on a dit, c'est les principes que vous devez comprendre. Comprenez les principes. Et adaptez ça à votre entreprise. Vous êtes milliardaire en dollars tout de suite. Et dit, comprenez le principe, adaptez ça à votre fonctionnement. Adaptez dose enfants, hein, pas dose adultes. C'est-à-dire que progressivement, vous connaissez ce qu'il y a à faire, mais vous ne faites pas. C'est différent de ne pas connaître. Attention. Vous savez ce qu'il y a à faire, mais vous ne faites pas parce que vous n'êtes pas encore prêt. C'est différent de ne pas connaître. Donc, globalement, cette formation que le domaine Mbalayon vous offre pendant une semaine, c'est juste pour vous sensibiliser, pour vous permettre de comprendre ce que c'est que la valorisation des entreprises. Et comme vous l'avez vu, ça touche pratiquement tous les domaines de l'entreprise. Pratiquement. Parce qu'on a deux cibles, les investisseurs et les porteurs de projets. Maintenant, vous verrez qui peut être investisseur. Ah, là, ça se complique. Qui peut être investisseur? C'est celui qui a déjà une entreprise ou celui qui a le capital. Voilà. Maintenant, qui a les capitaux? Allons-y. Le Benskina a des capitaux ou pas? Voilà, c'est tout le monde qui a les capitaux. Bon, sauf que tout le monde, ce n'est pas un terme du business. Je veux donc des personnes qui ont un revenu entre tel montant et tel montant, ou qui ont un âge de tel montant, ou qui sont de la diaspora, ou qui sont au cadre, public ou privé. Donc vous devez donc déterminer le profil de celui que vous recherchez. C'est ce qu'on verra dans le module 7, les parties prenantes. Oui, il faut qu'il parle. On va écouter comment. Oui, il peut parler. Oui, Madame Béatrice, on vous écoute. Je ne sais pas. Madame Béatrice, parlez, ouvrez votre micro, parlez, on vous écoute.
Bon, écoutez, donnez-nous 2 secondes. On fait un paramétrage. Ça sera compliqué. Bon, allez-y, allez-y. Parlez à haute voix, s'il vous plaît. Oui, Madame Béatrice, on vous écoute. Apparemment, vous parlez, non, on ne vous écoute pas. Allô? Oui, tout à l'heure on vous écoutait, j'ai peur qu'on ne vous... Là, on ne vous écoute plus, madame, je ne sais pas trop pourquoi. Attends, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous pouvez... Faites un voice. Allô, oui. Madame, posez votre question en voice dans le groupe WhatsApp, s'il vous plaît. Posez votre question. Est-ce que vous envoyez dans le groupe WhatsApp? Nous, on va faire jouer et puis tout le monde va suivre, s'il vous plaît. C'est possible? Ah là, il faudrait qu'elle sorte de Google Meet. C'est compliqué là. Ivric, fais voir, fais qu'on écoute sur ton téléphone, voir quand ça parlera plus fort. Apporte ton téléphone. Oui, j'aurais de la peine à enlever le Bluetooth sur l'ordinateur. Oui, viens avec, viens avec. Oui, allez-y, on vous écoute, madame. Ok, madame Béatrice dit bonjour, je voudrais être investisseur. Est-ce que vous voulez être investisseur? Ok, donc, ok, elle dit qu'elle voulait être investisseur. Ah, ok, oui, ok, donc, oui, merci, madame. Disons que durant toute cette formation, vous prendrez juste la posture d'investisseur parce que dans chaque module, on va vous dire ce qu'un investisseur doit faire à la fin. Ce qui veut dire que même là, tout de suite, pour ce module 1, elle est à Baleine déjà. Pas encore. Donc, pour ce module 1, vous devez donc rechercher le projet Balayon, qui est un projet innovateur et qui résout un problème local. Ça, c'est pour ce module 1. Autant que d'autres projets. Vous faites le nom de votre entreprise, s'il vous plaît. Voilà, recherchez aussi CFPA Kribi. Moi, je vous encourage parce qu'on appelle ça la gestion de portefeuille. Généralement, quand on a de l'argent où les œufs, on ne les met pas dans un même panier. Au moins, vous êtes sûr que si un panier tombe, l'autre panier ne va pas tomber. Donc, tous les paniers ne peuvent jamais tomber au même moment. C'est ça la posture d'investisseur qu'on aura le temps de vous expliquer. Donc, recherchez derrière des projets où vous pouvez mettre de l'argent. Vous cherchez le maximum de projets et vous y mettez de l'argent. Ou bien vous y mettez des ressources. Voilà. Ça veut dire que là où vous travaillez, vous pouvez aussi apporter ce que vous avez comme produit, comme ressources, comme capital, comme argent dans un projet. Donc généralement les gens apportent ce qu'ils ont, si vous voulez. Ok. Est-ce qu'il y a une autre... Est-ce que quelqu'un a une autre question? Il y a une autre main levée. Bon, dans la salle, oui, allez à haute voix, s'il vous plaît, on vous écoute. Soufflez d'avancer un peu. Oui, Madame Dipita a une question. Tout à l'heure, vous parliez de réunir en tout 8 modules Oui. pour valoriser son projet. Bon, depuis que ce projet
2 réunions avec Oui. bon, je ne sais pas si le nombre de modules se compte à partir du nombre de séances de réunion ou c'est selon les thèmes. Et j'aimerais savoir combien de séances il faut encore pour que on ait réuni les 8 modules pour que le projet soit opérationnel. Ok. Donc, je vais... si je stop sharing, ça se comprend comment, je ne sais pas. Donc, la question qu'elle pose, c'était même ça rentrait même d'ailleurs dans les... Ça devait rentrer même dans les fondamentaux, pardon, dans le protocole de départ. Ou bien, bon, je l'ai dit, peut-être sans... Je l'ai dit sans rentrer dans certains détails. Donc, voici les modules. Cette fiche va vous être envoyée dans le groupe. Malheureusement, les autres ne peuvent pas voir en ligne. Ok. Voilà les différents modules. Nous avons le module 1, les fondamentaux que nous sommes en train de voir. Nous avons, qui fait 4 jours 1, c'est aujourd'hui. On a le module 2, la genèse, jour 1, c'est toujours aujourd'hui. Après, on aura le module 3, les principes, toute la journée de demain, matin et soir. On aura le module 4, les mécanismes, toute la journée de mercredi, matin et soir. On aura le module 5, les cas pratiques 6 heures et les modèles 2 heures. On aura le module 7, vendredi, 4 heures avec la gouvernance. Voilà tous les modules. Donc ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire une répétition de ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc pour répondre à votre question, vendredi soir, on aura résolu la problématique que vous avez posée. Vous aurez fait les 8 modules. Ailleurs, à B-Solution, nous l'avons commencé le 27 mars. Et on le faisait une fois par semaine, tous les jeudis. À Douala, nous, on le fera du 27 au 31 mars à Makepe, les 8 sessions en 5 jours. Du 27 au 31 mai, à Douala, Makepe, on le fera avec la société Glomari. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Et nous appelons donc tout ça l'initiation à la valorisation. Et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est ça donc qui permet que nous ayons la session 1 qu'on a fait la dernière fois et qu'on est en train de finir là maintenant, la session 2 qu'on fera tout à l'heure, la session 3 qu'on fera demain, et ainsi de suite. Donc la journée d'aujourd'hui, la session de ce matin, c'est de vous permettre de comprendre où est-ce qu'on va dans les 8 modules. Et à la fin, on vous donnera une attestation. On vous donnera une attestation que vous êtes admissible, il peut vous accepter comme investisseur. Et vous comprenez pourquoi on va le faire dans les mythes, dans les mécanismes, dans les principes, comme dans la genèse. Pourquoi on a créé ce modèle? Parce qu'il y a eu trop de perversité dans notre environnement. On a fait du galiléisme. Galilée avait dit en 1000 machin truc que la Terre tourne et on l'a tué. Pour reconnaître il y a moins de 10 ans que l'Église catholique a reconnu officiellement que la Terre tourne. Donc c'est pour éviter ce qu'on a appelé dans les années 1800, les années de lumière, la chasse aux sorcières. Au Cameroun, il y a beaucoup de créateurs d'entreprises qui ont fait des choses merveilleuses. L'environnement les a tués. Parce qu'on ne les comprend pas. Beaucoup sont en prison. Parce qu'ils sont rapides sur ce que la majorité comprend. Et malheureusement, c'est la majorité qui a toujours raison. Et on est pauvre parce que la majorité est pauvre. Et la minorité ne sera jamais plus nombreuse, malheureusement aussi. C'est une chose dure qu'on va vous apprendre, que vous allez comprendre à l'issue de cette formation.
que quand vous êtes riche, acceptez que les gens vous voient d'une certaine façon. Ceux qui vous voient d'une certaine façon, Robert Kiyosaki les appelle les pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils sont pauvres. On ne les appelle pas pauvres parce qu'ils sont riches. En fait, c'est ça. Et il y a de plus en plus des auteurs dans notre environnement. Mais ces auteurs-là, ailleurs, ça existe depuis. Vous savez qui sont les riches? Les riches, c'est les artisans. Allez-y chercher dans les siècles de lumière. Vous savez qui était Papa Bolloré? C'était un cordonnier. L'homme qui a créé Bolloré était un cordonnier. Les bourgeois, dans l'histoire économique, les bourgeois, c'était qui? Les artisans ou pas? Non, c'était les artisans ou c'était pas les artisans? C'était les artisans. C'était les artisans. Donc même dans notre environnement, les artisans, c'est eux les riches. Mais notre environnement est fait tel qu'on les étouffe. En Europe, les artisans, attention, je ne parle même pas des riches qui sont très connus, des artisans. Allez voir un plombier en Europe. C'est quelqu'un qui a 4-5 voitures dans son parking. Hein. Un plombier, tous ceux qui travaillent avec leurs mains en Europe. Plombier, maçon, pas les noirs qui partent, pas les noirs maçons. Hein. Je parle des occidentaux, ceux qui ont compris certaines choses. Quand on dit maçon, c'est quelqu'un qui a une société de maçonnerie. Ce n'est pas une manœuvre, ce n'est pas la même chose. Quand on parle de forgeron, c'est quelqu'un qui a une forge. Ce n'est pas l'apprenti ou l'employé de la forgerie. Quand on parle de cordonnier, c'est quelqu'un qui a une cordonnerie. Ce n'est pas l'employé du cordonnier. Chez nous, les cordonniers n'ont pas d'employé. Si un cordonnier a un employé, il devient un chausseur, il devient riche. Et il fabrique les chaussures. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes aujourd'hui au ministère des PME, qui est le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Donc c'est le ministère d'où doivent sortir les plus riches du Cameroun. Et c'est pour ça que le ministère de PME a été créé. On ne vous trompe pas, le ministère de PME a été créé en 2005 pour fabriquer les riches. Mais pour le moment, la monnaie n'a pas encore pris. Et notre environnement les étouffe. Quand on met en place des programmes, l'environnement les étouffe. Et finalement, ce qu'on leur apprend, c'est la super pauvreté. Alors que la richesse est à deux doigts. Il suffit que le gars commence artisan. Après, il prend son frère qui a fait des études commerciales. Le gars devient commercial. Du coup, comme il travaillait seul, n'est-ce pas, le commercial apporte les marchés. Il continue à travailler seul, mais il s'étouffe. Il prend maintenant son enfant ou ses petits-neveux pour leur montrer comment il fait. Et maintenant, eux, il aide à porter les t-shirts. Ou il aide à tenir le fer quand il coupe. Il aide. Avec ça, sa capacité, son manteau ou pas. Il peut maintenant honorer les marchés que son frère est venu avec. Que sa fille qui a fait des études commerciales a fait du porte-à-porte et a trouvé comme marché. Parce que lui, il est assis chez lui. Si le cordonnier fabrique une paire de chaussures, il dépend d'une paire de chaussures. Sa fille qui est en terminale, qui est à l'université, qui a le master 2, qui a le doctorat, pas prospecter. Les chaussures, elle vient avec, il fabrique. Il prend maintenant 1-2 personnes pour l'aider à fabriquer. Les amis, vous croyez qu'on crée une usine comment? Seulement les gestes que ces gars font. Ils peuvent voir maintenant le forgeron du quartier, le soudeur. On lui fait une petite machine pour... C'est pas l'artisanat. Et voilà comment il commence à mécaniser. Après, il se rend compte qu'en Chine, vraiment, les gars ont déjà fabriqué ça. Il achète en Chine. Glomari l'aide à acheter en Chine. Et il vient mécaniser son processus. Dans toute cette histoire-là, il a déjà besoin d'un comptable ou pas? Il a besoin d'un comptable. Le comptable, c'est qui? C'est son fils. Qui est sur la moto, avec un master 2 en comptabilité. Et le papa est très content que son fils soit sur la moto. Que son fils travaille pour 50 000, 60 000, 100 000. La maman est très contente. Elle vend les beignets pour envoyer les enfants à l'école.
depuis 30 ans, elle vend les beignets. Elle a des taxis. Elle a 2 enfants en Europe qui sont allés apprendre à être pauvres et venir chercher au travail. Ah, mais ne t'étouffe pas. Alors que le McDo, c'est une franchise qui vend le pain chargé dans le monde entier. L'hamburger, c'est quoi? C'est pas le pain chargé. L'hamburger, c'est le pain chargé. Que le gars fait vendre ça partout dans le monde. Vous voyez vous-même jusqu'où on est parti avec la pauvreté, parce qu'on n'a pas ça, on n'a pas cette culture-là. Et c'est l'environnement qui crée cette déformation. Il faut rattraper ça. C'est pour ça que c'est important de faire cette initiation. Et on a toute la semaine. Là, on nous offre ça. Là, on est en direct sur Facebook. Après, vous allez télécharger. Celui qui veut suivre, suit, ainsi de suite. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, ça se fait. Ok. Est-ce qu'il y a encore une autre question ou on peut arrêter comme ça? Alors, on a ta question. Donc, les amis, on va donc mettre une pause. Et on se reprend dans quoi? Oui, on se reprend dans 30 minutes pour passer